Nous sommes le mardi 30 juillet 2019. Merci de votre fidélité à nos programmes. Dans Décryptage de ce jour, nous parlons bien sûr Nigeria, spécialement de Boko Haram. 10 ans d'insurrection djihadiste. Pour creuser le sujet, notre éditorialiste maison, il est là. Mamadou Diouf, bonjour. Bonsoir, Mathieu. Merci d'être là. Je vous en prie. Alors, quand on parle de Boko Haram, justement, il y a de cela 10 ans, ça a commencé. Effectivement, qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir en tant que genèse, enfin, comme genèse de cette secte islamiste Boko Haram? En fait, sur la secte islamique Boko Haram, s'il faut faire la genèse, on est obligé de retourner en 2002. 2002, hein? Date de la naissance de cette structure qui a été créée par un certain Mohamed Youssouf. Mais au départ, ce n'était pas cette secte violente que nous connaissons aujourd'hui, mais c'était une secte plutôt qui remettait en cause l'occidentalisation. Et quand on dit occidentalisation, on dit école, c'est ce qui crée leur surnom, parce qu'ils ne s'appellent pas Boko Haram. Le sur, c'est le Boko, parce que les gens ne disaient pas book comme livre pour dire haram, mais livre de l'Occident en fait, c'est-à-dire l'école. L'occidentalisation, c'est également la tenue, ne pas accepter que les gens s'habillent à l'occidental. C'est les élections, ils considèrent que ça également, c'est une invention des Occidentaux, etc. Donc pendant un temps, avec Mohamed Youssouf, pratiquement jusqu'en 2009, c'était plutôt ce discours contre cette occidentalisation de cette partie nord du Nigeria que l'on voyait, plus progressivement également une dénonciation de la corruption au niveau du Nigeria, ce qui a fait que les gens écoutaient Mohamed Youssouf, d'autant que c'était quelqu'un de très charismatique qui a fait l'université au niveau de Médine en Arabie Saoudite, donc qui était très écouté. C'est lui, en fait, qui a créé ce mouvement. Shekau, qui est là actuellement, n'aurait pas été capable de créer une telle chose parce qu'on ne peut pas comparer les deux personnes. Mais après avoir créé ce mouvement, Shekau, qui était dedans, a toujours été un perturbateur. Il a toujours considéré que Mohamed Youssouf ne tapait pas suffisamment du poing sur la table. Donc la violence n'est pas une surprise à son niveau. Il l'accusait de proximité même par rapport à l'État qu'il dénonçait. Lui, il voulait que les choses bougent, que les choses aillent plus vite, que les choses aillent de façon plus forte. C'était déjà connu. Et l'occasion lui sera malheureusement donnée en juillet 2009, puisque c'est là où les choses vont très rapidement changer, puisque le 26 juillet, les gens de Boko Haram, avec lui en particulier et certains de ses partisans qui croyaient à la violence, ont dit qu'ils vont faire une sorte de vendetta parce qu'il y a 10 de leurs gens qui sont au niveau de Bochi qui ont été tués. Et comme réponse, ils ont attaqué plusieurs postes de police simultanément dans plusieurs villes. L'armée du Nigeria a répliqué le 27, immédiatement le lendemain. Ce fut un bain de sang où les organismes des droits de l'homme disent qu'il y a eu au moins 100 morts. Ensuite, entre la période du 27 juillet et du 1er août, c'était des tueries tout azimut. Les sources indépendantes, aussi bien du côté de la part de l'armée que de la part des gens de Boko Haram, mais plus de la part de l'armée du Nigeria. Puisque quand on regarde les éléments documentés de Human Rights Watch, de Amnesty International, ils parlent de 1118 morts pendant cette période. Même 1118. pas moins d'une semaine, pratiquement 5 jours. Et c'est ça qui a créé maintenant, cette escalade. Puisque c'est dans cette même période que Mohamed Youssouf a été froidement abattu également par les forces de l'ordre. Mais les vidéos étaient là, les gens ont filmé, ils ont diffusé, et ça a même soulevé des populations qui n'étaient pas plus du côté de Boko Haram. Ça les a soulevés parce que c'était un prédicateur qui n'avait rien de violent. En plus, pratiquement, au niveau de Maïdoubouri, chacun avait un cousin, un oncle, une tante qui a été tuée par les militaires. Cela, d'un coup, a fait du Boko Haram un mouvement avec une mobilisation sociale qui n'existait même pas au préalable. Et quand on dit 10 ans, c'est 10 ans par rapport à cette date de juillet 2009 où cette violence unie a marqué les actes de Boko Haram. Alors, si nous comprenons bien votre détail qui a été bien sûr fait tout à l'heure, ce que Boko Haram a vu le jour normalement à partir de 2002, oui. Mais ce n'était pas aussi violent. Non, pas du tout.
avec une idéologie bien différente. Oui, c'était complètement différent. Ils réclamaient l'application de la charia, mais il n'y avait pas ces attaques. Il y avait parfois dans des manifestations, comme on le voit dans toutes les manifestations, il pouvait y avoir des débordements, mais il n'y avait pas cette option militaire où on s'en prenait d'abord aux militaires, parce qu'aujourd'hui, avec Boko Haram, on a les deux cas. On s'en prend à des militaires, on s'en prend à des civils, on s'en prend à ceux qui ne sont pas des musulmans, on s'en prend aux musulmans, on s'en prend aux lieux de culte, on prend en otage les étrangers. Mais durant toute la période de 2002 à 2009, on n'a pas vu cela avec le mouvement Boko Haram. Alors, donc, avec l'arrivée de Abubakar Shekau, tout a basculé dans la violence. Au jour d'aujourd'hui, on va dresser un peu ce bilan-là de cette secte islamiste Boko Haram. Quand on voit un peu ce qui s'est passé, surtout avec les 200 et quelques filles qui ont été emportées, d'autres ont pu échapper par après, est-ce que vraiment c'est lutter contre l'éducation, celle-là qui est occidentale, ou l'élection qui est une chose inventée par l'Occident, ou carrément cette secte-là a une autre vision carrément? En fait, Shekau, c'est un psychopathe, c'est un illuminé, c'est un sanguinaire. Ce n'est même pas la peine d'aller chercher plus loin. Parce qu'il faut bien comprendre la personne pour savoir ce que les gens vivent aujourd'hui au Nigeria avec ce mouvement. Et l'exemple que vous donnez est un exemple illustratif. Pourquoi aller kidnapper 274 jeunes filles à Chibok en 2014? Il n'y avait aucune logique. Même d'un point de vue stratégique, c'était une grosse erreur. Parce que la conséquence, c'est que tout le monde s'est levé contre Boko Haram. Donc, si c'était quelqu'un qui réfléchissait, c'était un acte à ne pas poser. Mais il l'a posé parce que c'est ça, lui, c'est cette violence, c'est cette démonstration de force. Il a tenté d'occuper certains espaces au niveau des villes, ce qu'il a réussi pendant un temps. Parce qu'il faut le dire également, ils ont réussi parfois à mettre en déroute l'armée du Nigeria dans certains endroits sous Goodluck Jonathan. Mais après, quand l'armée a repris les choses en main, vous n'avez Boko Haram installé nulle part aujourd'hui dans une ville au Nigeria. Nulle part. Mais on entend le Boko Haram frapper tout le temps, non? Oui, mais c'est plus des actions de petits groupes aujourd'hui que le Boko Haram qui venait et qui faisait reculer l'armée du Nigeria. Donc les données ont quand même changé sur ce plan-là. D'autant qu'ils ont commis une autre erreur d'un point de vue stratégique également, c'est d'aller attaquer le Cameroun, d'aller attaquer le Niger, d'aller attaquer le Tchad. Ce qui a eu comme conséquence une union entre ces trois pays et le Nigeria. Et cette union entre ces trois pays a servi à affaiblir Boko Haram parce que souvent, autour du lac Tchad, ils pouvaient aller dans l'un ou l'autre de ces pays. Et à l'époque, le président Jonathan en particulier refusait que quand les autres pays voulaient poursuivre les gens de Boko Haram, qu'ils traversent la frontière. Le président actuel, quand il est arrivé, c'est le premier problème qu'il a réglé. Il leur a dit, si vous les poursuivez, s'ils traversent la frontière, ne prenez même pas le téléphone pour appeler, traversez la frontière et puis continuez à les poursuivre. Cela a fait que ce qui fait la force de ce genre de mouvement violent, c'est cette mobilité. Venir taper ici et puis aller se réfugier ailleurs. C'est quoi concrètement la stratégie de Boko Haram? Quand on les voit un peu partout, ils frappent ici, ils continuent. Finalement, on s'est dit, ce sont des forces armées qui se sont retrouvées, des armées qui se sont retrouvées dans ce corps, enfin, dans cette secte-là. Ou comment ça a été concrètement? Formation? Il pourrait y avoir des militaires. On l'a vu au Mali, oui, on l'a vu au Mali, on l'a vu dans beaucoup de pays du monde où parfois des militaires ont rejoint ce genre de mouvement. Mais avec Shekau, quand on regarde la façon dont ils agissent, on ne sent pas la stratégie du militaire. Pas du tout. On ne sent pas la stratégie du militaire. Donc, s'il y a des militaires là-bas, c'est certainement des premières classes, pas plus, mais pas des gens qui savent ce que veut dire la guerre et qui sont capables de mettre en place des stratégies. Raison pour laquelle ils se sont plus créés, finalement, des problèmes, alors qu'au moment où le président Buhari arrivait au pouvoir, Boko Haram était en position forte au niveau du Nigeria. Boko Haram empêchait les gens de dormir, pas seulement au Nigeria, mais au Niger, au Tchad et au Nord Cameroun. Mais aujourd'hui, on est vraiment loin de cette situation. Mais comme on le dit, c'est une guerre asymétrique. Boko Haram n'est pas une armée qui fait face à l'armée du Nigeria. Si c'était ça, la guerre est finie depuis fort longtemps. Mais c'est des gens dispersés, parce que malheureusement, c'est le problème avec ces gens. Quand on les attaque, ils se dispersent.
Ils ne portent pas une tenue pour qu'on puisse les reconnaître. Ils s'habillent comme les populations de la localité. Et quand ils se fondent dans les populations, l'armée va faire un ratissage sur un très large espace. Vous allez attraper 3 ou 4 personnes qui n'avaient pas encore eu le temps de se débarrasser de leurs armes ou d'autres éléments compromettants montrant qu'ils font partie du mouvement. Mais pour le reste, ils sont comme les populations de la zone. Ils parlent la langue de la zone. Ils s'habillent comme les populations de la zone. Comment les identifier? Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que Boko Haram continue à frapper comme ils l'ont fait il n'y a pas longtemps, parce qu'ils se déplacent comme des populations de la zone. C'est quand ils vont frapper qu'on va se rendre compte que c'est eux. Je ne crois pas à un stratège militaire là-bas, parce qu'utiliser des petites filles, les faire exploser, c'est Boko Haram qui nous a montré ça. À l'époque même, si vous vous rappelez, il y avait cette, je ne sais pas comment il faut appeler, cette appréciation particulière où l'État islamique a considéré que Chekao est un extrémiste. Vous imaginez quand quelqu'un est qualifié d'extrémiste par Daesh, vous voyez où se trouve ce personnage-là. C'est pourquoi je disais tout à l'heure simplement que c'est un sanguinaire. Alors, on voit un peu l'équipement qui est souvent fait, les 4x4 avec des armes de guerre. Qui les ravitaille finalement? Ça faisait partie des gros problèmes sous le règne du président Jonathan. Des études ont démontré même, il faut dire, qu'il y avait eu de la corruption et que dans le ravitaillement, parce que pendant longtemps, ce qui avait été dit, c'est qu'ils se sont ravitaillés, ils ont attaqué des camps militaires et les militaires ont fui. Ça, c'est un fait. Les militaires du Nigeria ont fui. C'est pas là, on l'a vu au Mali, on l'a vu au Niger. Ce n'est pas... de vrais militaires ou... Quand on dit militaire, il n'y a pas de faux. Le problème, l'argument que les militaires avaient donné, c'est qu'il y avait l'aspect surprise. Ils étaient très bien armés également, et eux, ils n'avaient pas tout ce qu'il leur fallait. Donc, fuir était la solution. En plus, vous avez cette peur qui est là par rapport à des gens qui cherchent la mort. Quand ils viennent attaquer, ils n'essayent pas de reculer, ils n'essayent pas de fuir. Ils préfèrent être tués que d'être capturés. Ils préfèrent être tués que de replier. Donc, psychologiquement aussi, ils étaient beaucoup plus forts que les militaires. Ça fait partie des éléments qui leur ont permis de se ravitailler sur le plan militaire. Mais autre élément qu'il ne faut pas oublier, partout où il y a guerre dans ce monde, vous avez les marchands d'armes qui sont là, qui passent dans l'ombre et qui vendent des armes. Et c'est pourquoi on l'a vu avec des chars de combat. Une fois, moi, j'avais dit tout simplement que, bon, dans le monde, j'ai vu des ventes d'armes de toutes sortes, mais un marché où on dépose un char de combat en vente, je n'ai pas vu. Et même si par hasard j'achetais un char de combat, comment je vais faire pour le transporter? S'il en dispose, il y a problème. Il y a un énorme problème et tous les analystes sont d'accord là-dessus. Il y a eu des complicités au niveau militaire et ce qui a été reproché très longuement au président Goodluck Jonathan en disant qu'il faut qu'il tape du côté de l'armée parce que l'approvisionnement en partie provenait de l'armée même du Nigeria. Mais d'aucuns disent également dans la foulée que la plupart de ces ravitaillements, de ce qui se passe actuellement dans la sous-région ouest africaine, particulièrement au Nigeria, on a comme impression qu'il y a une main étrangère qui est derrière. Sinon, en réalité, on a vu d'autres pays qui étaient venus en appui. On s'est dit, mais ça devait être normalement bouté hors de cette zone-là. Oui. Mais ce ne fut pas le cas. C'est difficile de le dire en ayant des éléments concrets à montrer aux gens. Beaucoup d'analystes considèrent que Boko Haram, c'est une façon de bloquer le Nigeria, qui est en train de monter en puissance sur le plan économique et qui est en train de tirer l'Afrique dans une situation où l'Afrique pourrait se retrouver à avoir à faire face aux autres continents, aux autres puissances, au lieu de les subir. Donc, pour l'empêcher, il faut créer à l'intérieur du Nigeria un problème. D'autres disent que c'est le même problème, c'est la même logique qui a été utilisée contre Kadhafi, qu'on a essayé d'utiliser contre le Nigeria. Mais on a du mal à avoir des éléments à mettre les uns sur les autres pour dire carte sur table, voilà, c'est ça. Bien que parfois on se pose des questions, pourquoi subitement cette chose-là? C'était devenu beaucoup plus évident avec le rapt des jeunes filles de Chibok. Comment se fait-il qu'on enlève 274 jeunes filles? Vous imaginez, ça fait combien de voitures pour les transporter? Combien de personnes sont venues pour les capturer? On est dans un monde où, rappelez-vous, on nous disait que le matériel qui existe aujourd'hui sur le plan électronique, les avions AWACS et autres, même Kadhafi dans sa douche en train de prendre son bain, on peut le voir.
si on peut voir une personne, pourquoi personne n'a vu ces jeunes filles? Pourquoi personne n'a vu ce qu'on voit? Donc parfois, les gens se sont effectivement posé des questions en se disant que même si les autres parlent de lutter contre le Boko Haram et autres, le Nigeria n'a pas été suffisamment appuyé par des pays qui auraient pu lui faciliter la tâche. Et dans ça, les gens se disent que parfois, même s'il n'y a pas une main qui crée la chose, il y a une main qui profite de la chose. Justement, on a vu sur ces 10 dernières années ce qu'a fait Boko Haram en matière de l'insécurité dans la sous-région ouest africaine. Est-ce qu'on en est à l'abri vraiment? Non, personne n'est à l'abri parce que... On a vu un peu le Boko Haram un peu asphyxié en ces derniers temps. On se dit, ouf, non, ça peut aller. Il ne faut surtout pas se dire ouf parce que si on l'asphyxie au niveau du Nigeria, du Niger, du Cameroun, ils vont aller s'installer ailleurs. Il faut voir ce qui s'est passé avec le Nord Mali. Ça a touché finalement le Burkina, ça a touché la Côte d'Ivoire. Parce que généralement, ce n'est pas des gens qui déposent les armes. C'est des gens qui changent de terrain. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'affrontement pour qu'on tue certains, qu'on emprisonne les autres. Quand ils savent qu'ils ne peuvent plus agir sur ce terrain, ils essayent d'aller agir sur un autre terrain. Et c'est là où ça devient dangereux parce que s'ils ne sont pas capturés, s'ils sont simplement dispersés, dans d'autres pays, ils vont pouvoir reposer les mêmes actes. Mamadou Diouf, un dernier mot avant de se séparer. En fait, le dernier mot, je me dis que pour régler cette question de la violence, il faut qu'on arrête avec le G5 Sahel et qu'on sache que ce n'est pas les 5 pays qui sont là-bas qui sont concernés, mais c'est toute l'Afrique qui est concernée. Et non la sous-région ouest africaine? Bien sûr. Toute l'Afrique? Toute l'Afrique est concernée parce qu'on commence à voir les mêmes éléments au niveau de la RDC. On a vu également en Tanzanie, on a vu au Kenya. Donc il y a de quoi réfléchir à une riposte africaine pour arrêter ce phénomène au lieu de compartimenter le phénomène en considérant que ceux-là sont concernés, nous ne le sommes pas, en attendant que nous ayons des problèmes également pour nous retrouver dans le même bal. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Monsieur, nous allons devoir marquer une pause. L'info juste derrière, c'est la suite.